Vous reconnaissez ce jingle, vous êtes bien sur Tour d'Horizon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux, l'ensemble de l'équipe et moi-même, de vous retrouver pour cette rentrée 2026. Je suis fier de prendre à nouveau le micro pour animer ce 8e épisode de Tour d'Horizon. Et autour de la table, vos chroniqueurs et chroniqueuses sont comme d'habitude au rendez-vous, chaud bouillant, pour décrypter l'actualité et vous proposer leurs analyses sous différentes thématiques. Au programme aujourd'hui, l'histoire à travers les jeux vidéo, les enjeux autour du Groenland, les traîtres du budget 2026 ou encore les guerres au cinéma. C'est tout de suite sur Tour d'Horizon. Et pour donner le ton de cette émission, rien de mieux que pour commencer que votre rendez-vous politique, votre édito coup de poing préparé par Antoine Boré. Mais cette fois-ci, Antoine, tu laisses la place à un tout nouveau jeu d'aventure, grandeur nature. Et oui Théo, bonsoir à tous et bienvenue. Loyalty, c'est votre tout nouveau jeu de stratégie chaque vendredi soir à partir de 21h. Et pendant 3 semaines, nous nous retrouverons tous ensemble pour vibrer au gré des mensonges, des trahisons et des coups de théâtre. 4 familles plus motivées que jamais s'affronteront dans des épreuves où la moindre erreur peut être fatale. Cette saison, vous découvrirez la famille macroniste, la famille socialiste, la famille insoumise et la famille rassemblement. Parmi les 4, 3 se sont vus attribuer une carte loyauté, tandis que la famille restante devra composer avec la carte traître. Leur objectif, semer le doute et parvenir à rejoindre la finale sans se faire démasquer. À chaque fin de soirée, une famille sera éliminée. Alors qui parviendra à empocher les 100 000 € promis aux vainqueurs ? Bonsoir et bienvenue dans Loyalty, votre jeu où règne ennemi et stratégie. Et si la vie politique française était devenue un jeu ? Depuis plusieurs semaines, avec l'élaboration puis le vote du budget de l'État et de la sécurité sociale au Parlement, tous les partis s'accusent mutuellement de collaborer avec l'ennemi, autrement dit d'être des traîtres. Dans un paysage politique particulièrement fragmenté et multipolarisé, toute accusation est bonne à prendre dans l'espoir de mieux diviser et ainsi récolter quelques bonnes approbations populaires. Finalement, les uns sont les traîtres des autres quand les autres sont les traîtres des uns. L'illusion est parfois plus forte que la réalité. Mais alors Antoine, que comprendre réellement de cette situation ? Eh bien revenons 3 mois en arrière, nous sommes précisément le 3 octobre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime sur le perron de Matignon et promet un changement de méthode, conscient de n'avoir aucune majorité à l'Assemblée. Il annonce alors, je cite, renoncer à l'article 49 alinéa 3 lors de l'examen du budget. Autrement dit, le budget sera voté par les députés, il n'y aura pas de passage en force. Mais le 20 janvier dernier, coup de théâtre, Sébastien Lecornu active finalement l'article 49.3 pour le budget 2026 de l'État. Les oppositions crient au scandale, voilà donc le premier traître de notre histoire. Mais alors pourquoi un tel revirement et pourquoi revenir sur une promesse ? Pour le Premier ministre, le texte n'était plus votable en raison, je cite, des agissements de certains groupes, sous-entendu le Rassemblement national et la France insoumise. Selon lui, ces 2 partis n'ont eu de cesse d'obstruer le débat parlementaire. Et dans les faits, Sébastien Lecornu n'a pas tort. D'ailleurs, la France insoumise et le Rassemblement national ne s'en sont jamais cachés, affirmant dès le départ ne pas vouloir s'associer, je cite, au camp minoritaire d'Emmanuel Macron. Leur objectif est limpide, renverser le gouvernement et organiser de nouvelles élections présidentielles et législatives, avec un seul but visé, le pouvoir et rien que le pouvoir, quitte à ce que la France ne soit pas dotée d'un budget. Pour de nombreux macronistes, le parti de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen ne sont que des intrus à l'arc républicain. Ils constituent alors les 2 nouveaux traîtres de notre histoire. Mais n'allez pas croire pour autant que nous en avons terminé. Bien au contraire, un traître supplémentaire, connu sous le nom de Parti socialiste, est également concerné. Puisqu'en effet, celui est accusé par le RN et LFI d'avoir pactisé avec l'ennemi macroniste. Le PS n'a en effet pas voté la motion de censure contre le gouvernement suite au recours de l'article 49.3, permettant de facto à Sébastien Lecornu de se maintenir.
Au micro de France Inter, mardi 20 janvier, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure s'en est justifié. Selon lui, la copie budgétaire du Premier ministre est transparente et les économies ne se feront pas sur le dos des Français. Il a également indiqué vouloir éviter à tout prix une dissolution, arguments qui n'ont pas convaincu pour autant. Pour le RN, je cite, le PS a choisi de sauver son siège à l'intérêt national, tandis que Jean-Luc Mélenchon a préféré tweeter « Le PS vole 65 voix d'opposition du NFP, il faudra s'en souvenir au municipal ». Enfin, plus modéré, Marine Tondelier des écologistes pense que le PS est emprisonné dans l'idée, je cite, d'avoir l'air crédible à tout prix, mais avant de rajouter « Je ne leur en veux pas, mais ce n'est pas ma direction ». Et donc Antoine, qui du RN, de LFI ou du PS est véritablement le traître ? En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout dépend de la grille d'analyse adoptée. Avec une question, les partis d'opposition doivent-ils être dans l'opposition permanente et ne rien céder, ou au contraire être dans le compromis et la discussion, quitte à faire des concessions sur son programme et ses idées ? Chacun sera libre d'en juger en son âme et conscience. Et pour conclure, un cinquième et dernier traître pourrait aussi rentrer en jeu. Oui, et celui-ci s'appelle Emmanuel Macron, car n'oublions pas que le fruit de cette ingouvernabilité a pris racine le 9 juin 2024, jour de la dissolution. La stratégie du président de la République se résume facilement, faire fi des partis d'opposition, quels qu'ils soient d'ailleurs, en s'obstinant à nommer des premiers ministres issus de son camp, et ce, bien qu'il n'ait plus de majorité à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État n'a ainsi eu de cesse depuis 2017 de surfer sur la maxime « diviser pour mieux régner » en polarisant la vie politique française. C'est moi ou le chaos, c'est moi ou les extrêmes. Finalement, il semblerait bel et bien aujourd'hui que le chaos et les extrêmes aient pris le dessus. Merci beaucoup Antoine. Je vous propose à présent de retrouver votre capsule d'évasion vers le monde merveilleux d'Antoine Charrière. C'est Culture Flash. Avez-vous entendu le bruit des bombes cette nuit ? Avez-vous senti le sol trembler et entendu les soldats hurler de douleur ? Non ? C'est normal. Le sol français n'est pas directement touché par les quelques 60 conflits qui ont actuellement lieu dans le monde, répartis dans 36 pays, selon un rapport réalisé par l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo en 2024. Disons-le. Et attention, hot take. La guerre, c'est pas bien. Ça torture et tue des gens, ça détruit des populations, accroît les inégalités de toutes parts, de tout genre et brise des vies, donc aucune guerre n'est souhaitable. Sauf contre la bourgeoisie. En tout cas, ces conflits armés, s'ils ont apporté une chose positive au monde, ou en tout cas le mot est mal choisi, ce sont les œuvres qu'ils ont inspirées, particulièrement au cinéma. De la propagande aux films historiques ou fictifs, en passant par la simple inspiration comme Star Wars utilise de nombreux conflits, l'impact de la guerre sur le cinéma est grand et inversement. Le conflit armé sur grand écran, il date d'avant le XXe siècle, puisque déjà en 1897, les frères Lumière réalisent La défense du drapeau, et Georges Méliès réalise Les dernières cartouches la même année. Le style est rudimentaire, et on des airs de tableaux mouvants. Des films dystopiques comme Maudite soit la guerre de Alfred Machin en 1913 imaginent même le futur de la guerre avec les évolutions technologiques. Et en temps de guerre, ça donne quoi Antoine ? Eh bien, quand la guerre éclate en 1914, les images prises sur le front sont commandées par la section photographique et cinématographique de l'armée, SPCA. Il embauche des professionnels du milieu qui gardent une certaine liberté artistique, mais doivent montrer une image puissante et forte des soldats. Ils filment alors des batailles réelles, des mises en scène, et tout cela se retrouve après filtrage dans les actualités diffusées au cinéma. Les images sont utilisées ensuite pour des films documentaires, de fiction ou un mélange des deux, toujours pour mettre en avant l'effort de guerre et l'héroïsme dans ce que Gaumont appelle les films patriotiques. Le cinéma est alors un art central dans la diffusion de la propagande, et ce malgré la volonté parfois des créatifs. Walt Disney, par exemple, farouchement opposé à l'entrée en guerre des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, finira par participer à la propagande de guerre avec des figures mythiques comme Donald, qui fait quand même un salut nazi. Cette image existe. L'occasion est aussi trouvée de mettre en avant des personnages féminins qui remplacent les hommes, y compris dans leur fonction héroïque. C'est ce que fait le premier film à suivre la Grande Guerre, Une page de gloire, sorti en 1915, réalisé par Léonce Perret. Il raconte l'histoire d'un amour complexe entre Denise et Robert. Ce dernier est parti au front à la naissance de leur fils, qui est rejoint bientôt par Denise et le petit. Dans un autre genre, le film J'accuse de Abel Gance, ou Gans, en 1919 est le premier écrit avec un combattant et se présente comme un monument dédié aux morts, un hommage. À partir du milieu des années 20, le ton est davantage pédagogique et mémoriel. Donc. Verdun, Vision d'histoire de Léon Poirier en 1928 diffuse par exemple des témoignages et s'écarte du sensationnalisme qui pouvait primer avant. Dans les années 50, certains films sont plus critiques, notamment venant des États-Unis, comme Le Sentier de la gloire de Stanley Kubrick, Path of Glory, mais on y reviendra.
Puis, depuis les années 2000, les histoires sont plus tournées vers les victimes. Des sujets comme l'impact psychologique de la guerre sont évoqués et le rôle des femmes qui aident les hommes traumatisés aussi, comme dans le film Fragment d'Antonin de Gabriel Lebaumin en 2005. Pour plus d'informations sur les sujets évoqués précédemment, je vous recommande l'article La Grande Guerre au cinéma, repère historique, écrit par Laurent Verret pour le fil des images qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Les cinéastes sont donc condamnés à la propagande ou au silence durant les combats? Plus globalement, la propagande en temps de guerre via le cinéma est souvent de courte durée en réalité, car l'art a davantage tendance à critiquer ces horreurs. Les meilleurs films de guerre ne sont pas pro-guerre mais anti-guerre, écrit GQ. En temps de guerre, les cinéastes sont plus discrets. Durant la guerre du Vietnam par exemple, Hollywood n'a produit que 2 films évoquant explicitement cette guerre, et seul Les Bérets Verts de John Wayne est resté dans les mémoires. Ce sont davantage des films documentaires qui circulent, comme Vietnam, Année du cochon de Émile de Antonio en 1969, porté sur une analyse politique de la situation, ou bien Vétéran du massacre de My Lai de Joseph Strick en 1971, qui réunit 5 témoignages du massacre du 16 mars 1968. L'une des astuces utilisées par les créatifs est de mettre en scène une autre guerre pour critiquer un conflit de son temps. Par exemple, Path of Glory de Stanley Kubrick, que j'évoquais tout à l'heure, traite bien de la Première Guerre mondiale, mais sort en 1957, en pleine guerre froide et peu de temps après la guerre de Corée, et dénonce surtout l'absurdité de la hiérarchie militaire et la cruauté de la guerre au global. Pour le Vietnam, The Big Shave en 1967 et La Dernière Maison sur la gauche en 1972 jouent ce rôle de film métaphore de la guerre. Et puis, à peine le conflit terminé, des films comme Le Retour de Al-Ashby en 1978 ou Voyage au bout de l'enfer la même année critiquent le conflit. Le classique Apocalypse Now, lui, sort en 1979, 4 ans après le conflit, réalisé par Francis Ford Coppola. Et Antoine, alors aujourd'hui, où en est-on? Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, la guerre, où qu'elle soit, peut être diffusée partout. Et la propagande se doit d'utiliser d'autres méthodes que le cinéma, ce qui laisse les artistes un peu plus libres. Sur les conflits en cours, côté Palestine-Israël, Palestine 36 est sorti cette année, réalisé par la cinéaste palestinienne Anne-Marie Jassir, et a été choisi pour représenter le pays aux Oscars 2026. La voix de In Rajab est un documentaire qui a beaucoup fait parler, et l'autre documentaire satirique Coexistence My Ass critique les discours sur la coexistence entre Israël et Palestiniens. Côté Ukraine, Ukraine chronique d'une guerre annoncée, sorti en 2022, réalisé par Anne Poiré, retrace les racines du conflit depuis 2014, et Atlantis de Valentin Vazanovich est un drame dystopique qui anticipe les ravages d'une guerre totale. Au Congo, l'Empire du silence de Thierry Michel documente 25 ans de conflit dans l'est du pays, et le reportage d'Arte RDC M23, la guerre sans fin, qui explore les actions du groupe armé M23 dans le Nord Kivu. Arte toujours, et pour finir, au Soudan, le documentaire Khartoum retrace le parcours de 5 habitants de la capitale forcés de quitter le pays en 2023. Parce que oui, le cinéma sert à la mémoire, certes, mais aussi à dénoncer et mettre en lumière. Des pays plus pauvres, plus isolés, avec un cinéma marginalisé ou moins développé, ne peuvent pas produire de films pour dénoncer les horreurs qui se produisent sur leur sol, ce qui participe, entre autres, aussi à leur invisibilisation. C'est alors aussi le rôle des journalistes, des réalisateurs, des scénaristes, de se saisir de tous ces récits cachés pour construire des histoires qui exposent la terreur, la guerre et le sang d'innocents, d'où qu'ils viennent. Merci Antoine pour cette belle découverte. Et c'est l'heure maintenant de faire une étape indispensable chez Tour d'Horizon. Il décrypte l'actualité environnement et écologie rien que pour vous. J'ai nommé Timéo Lepère dans les ondes du climat. Et Timéo, tu voulais nous parler de l'eau aujourd'hui, un sujet au cœur des préoccupations en matière de climat ces derniers jours. À l'occasion de la sortie d'un nouveau rapport des Nations Unies qui parle désormais d'une faillite hydrique à l'échelle mondiale, l'organisation détaille dans les faits un manque d'eau tel que les termes stress hydrique et crise de l'eau, jusqu'alors utilisés pour alerter, se retrouvent maintenant inadaptés. Selon l'Institut pour l'eau, l'environnement et la santé de l'Université de l'ONU, les cours d'eau et nappes aquifères s'épuisent plus rapidement qu'ils ne peuvent se reconstituer, le tout portant une atteinte grave et sans retour à long terme pour l'environnement. Alors au-delà des mots, l'alerte s'appuie sur plusieurs conséquences déjà observées partout dans le monde. Les étendues d'eau comme la mer Morte ou un certain nombre de lacs cèdent du terrain, tout comme plusieurs fleuves à l'image du Colorado qui ne parviennent plus à atteindre leur embouchure tout au long de l'année. Plus concernant les zones humides, leur superficie a diminué de près de 400 millions d'hectares en 50 ans, soit quasiment l'équivalent de la surface de l'Union européenne. Pourtant, ces zones humides agissent comme un réservoir pour la biodiversité car elles constituent un pilier essentiel et reconnu.
pour les écosystèmes. On l'a compris, l'impact sur la nature il est massif, mais qu'en est-il des conséquences humaines? Sans surprise, les ressources sont à la baisse partout et dangereusement dans plusieurs régions du monde. Concrètement, le rapport souligne que 7 nappes aquifères sur 10 sont en déclin, auquel il faut ajouter la diminution des eaux de fonte saisonnières initiée par le changement climatique et dont dépendent plusieurs centaines de millions de personnes pour l'agriculture notamment. Le fait est que ces deux problèmes s'ajoutent et sont à l'origine de ce qu'on appelle les Day Zero, comprenez les jours zéro, où la demande en eau dépasse la disponibilité et oblige les coupures et le rationnement de la ressource. Une situation déjà vécue par les habitants du Cap en Afrique du Sud et de Sao Paulo au Brésil, ou encore à Téhéran en Iran, mais aussi plus proche de nous à Mayotte, voire en métropole durant l'été 2022. Et les perspectives sont mauvaises car les pénuries d'eau devraient se généraliser et s'intensifier à l'avenir, y compris en France, mais surtout au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, et 2 régions en première ligne citées par l'ONU. Face à ce bouleversement du récit sur la question du manque d'eau, les scientifiques agitent le drapeau de la sobriété, appelant notamment à une transition vers une agriculture plus économe, elle qui utilise 70% de la ressource. Et puis toujours sur le prisme de l'eau, on s'intéresse aujourd'hui au ruissellement urbain dans Réponse d'avenir, la deuxième partie de chronique qui vous donne les clés d'un monde qui change vers la résilience et la durabilité. Et quand on se penche sur cette problématique du ruissellement urbain, peu de villes échappent aux images sidérantes en souvenir. Cannes, Reims, Nîmes, Lyon et même Paris, autant d'agglomérations qui voient l'eau monter lors d'orages et d'épisodes pluvieux, la conséquence de l'artificialisation des sols et de la saturation parfois rapide des réseaux de drainage, le tout amplifié par une intensification des précipitations. Car cela peut paraître complètement paradoxal avec ce que je vous expliquais plus tôt, et pourtant ça ne l'est pas. Il faut comprendre que le changement climatique actuel rebat les cartes des périodes de pluie, celles-ci tendent à devenir plus hétérogènes. Concrètement, il pleut de moins en moins souvent et sur des périodes raccourcies, mais de l'autre côté, l'atmosphère se charge davantage en humidité, qui retombe d'autant plus intensément sous forme de pluie. S'il pleut moins souvent, les intensités redoublent. Alors, moins de 2 mois avant les municipales, l'enjeu du ruissellement s'annonce comme une des thématiques phares des rubriques écolo des programmes, et des solutions, il faut dire qu'il y en a, de la renaturation à la refonte des systèmes d'évacuation en passant par la récupération des eaux de pluie. Plusieurs dizaines d'entre elles sont mises en œuvre pour éviter l'accumulation de l'eau. Mais arrêtons-nous sur une innovation, les pavés perméables. Pas n'importe lesquels, ceux en béton coquillé. En plus de faciliter l'infiltration de l'eau dans les sols, le béton coquillé constitue une bonne alternative aux revêtements classiques. Et pourquoi ça, Timéo? Parce qu'ils sont partiellement constitués de déchets coquillés, lesquels sont disponibles en très grande quantité. Rien qu'en France, on en produit près de 250 000 tonnes chaque année. On comprend alors l'efficacité du recyclage sous cette forme, d'autant que ce n'est pas le seul atout du matériau. Il possède également un potentiel rafraîchissant à travers sa capacité à laisser libre cours à l'évapotranspiration des sols, et aussi sa couleur claire. La nuance, elle se trouve dans sa composition aussi, puisque le béton, c'est aussi du ciment, l'un des produits les plus polluants sur Terre. Il ne reste plus qu'à trouver l'alternative à ce même composé. Merci Timéo pour ton éclairage. Et du présent au passé, il n'y a qu'un pas. Vous l'avez compris, place donc à la chronique Mémoire des siècles avec Antoine Rizzo. Assassin's Creed, Call of Duty, Civilization, War Thunder, Age of Empires. Tant de jeux vidéo plus ou moins cultes et très différents les uns des autres, qui ont pourtant tous un point commun, ils touchent de près ou de loin à l'histoire. Aujourd'hui, dans Mémoire des siècles, je vous propose une chronique tranquille, loin des tensions internationales actuelles et des usages politiques du passé. Nous allons parler de jeux vidéo et d'histoire. Non pas de l'histoire du jeu vidéo, mais des jeux vidéo ayant un lien de près ou de loin avec l'histoire et de la manière dont celle-ci y est interprétée. L'histoire n'est jamais figée. Les récits et interprétations que nous en faisons évoluent selon les époques et influencent durablement notre perception du passé. Un exemple bien connu est celui des guerres médiques et de la bataille des Thermopyles, longtemps raconté comme un affrontement civilisationnel entre liberté grecque et servitude perse, entre l'héroïsme des Spartiates et la lâcheté des Perses. Il n'est donc pas étonnant que ces événements majeurs se retrouvent au cœur d'œuvres culturelles, qu'il s'agisse de livres, de films ou de jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, comme au cinéma, on trouve de grandes productions très connues et une multitude d'œuvres plus discrètes. Aujourd'hui, je vais revenir sur plusieurs jeux auxquels j'ai moi-même joué, afin d'analyser la manière dont l'histoire y est représentée. Attention toutefois, aucun jeu vidéo, pas plus qu'aucune œuvre culturelle, ne peut être totalement fidèle à l'histoire. Celle-ci est une science en constante évolution, et une découverte peut suffire à remettre en cause des décennies de recherche. Et on commence avec une saga culte, véritable colosse du jeu vidéo historique, Assassin's Creed. Depuis 2007, la série nous fait voyager à travers de nombreuses périodes, des croisades à l'Antiquité jusqu'au Japon de l'époque Sengoku dans le dernier opus Assassin's Creed Shadows.
La force de la licence réside dans sa capacité à recréer une ambiance et à mêler des périodes historiques réelles à une fiction assumée, celle de l'affrontement entre assassins et templiers. Et du coup, dans Assassin's Creed, on joue à quoi exactement? Un jeu historique ou une fiction totale? C'est justement le cœur du concept. Ubisoft mêle périodes historiques et fiction, comme dans Assassin's Creed Unity par exemple. La Révolution française est liée à une malédiction du maître des Templiers de 1314, inspirée d'une légende popularisée bien plus tard par Maurice Druon dans Les Rois Maudits. En réalité, Assassin's Creed fonctionne précisément parce qu'il repose sur une fiction. À partir de là, les développeurs disposent d'une véritable liberté pour remodeler l'histoire. Et en soi, c'est un excellent point de départ. Ubisoft ne s'est jamais vanté de proposer un réalisme historique à 100%. L'éditeur cherche avant tout à recréer une ambiance que l'on pourrait qualifier de fidèle à l'époque représentée. Mais puisque le socle même de cet univers est fictif, l'histoire, telle qu'on la connaît, est forcément transformée. Continuons avec une autre saga, Call of Duty, et plus particulièrement ses opus consacrés à la Seconde Guerre mondiale, l'une des périodes, si ce n'est la période la plus représentée dans le jeu vidéo. Dans la même catégorie, on a son ancêtre Medal of Honor et le rival Battlefield. Mais Antoine, ces jeux sur la Seconde Guerre mondiale sont-ils vraiment fiables historiquement? Soyons clairs, malgré une ambiance globalement réaliste, le réalisme historique est largement sacrifié au profit du spectacle. Armes expérimentales, erreurs d'uniforme, missions réinventées comme la fameuse colline 493 de Call of Duty World War II, qui n'existe pas, la vraie colline étant la colline 400. On est souvent plus proche d'Hollywood que de l'histoire. Battlefield 5 va encore plus loin, notamment avec la campagne Tirailleurs, consacrée à la libération de la Provence. Le jeu affirme que les troupes coloniales auraient été volontairement effacées des récits et des images officielles, ce qui est discutable. Une simple recherche sur Google montre leur présence bien documentée. Pour évoquer réellement l'injustice subie par ces soldats, il aurait été plus pertinent de rappeler des faits avérés, comme le massacre de Tiaroé en 1944, perpétré par des troupes coloniales et des gendarmes français contre des tirailleurs sénégalais passés sous silence pendant 40 ans en métropole par la haute administration et les politiques. Parlons maintenant d'un de mes jeux préférés, War Thunder. Ici, pas de soldats, mais des chars, avions et navires allant de l'entre-deux-guerres à aujourd'hui. Les éléments historiques se consacrent sur le matériel militaire, reproduit avec un très haut niveau de fidélité et sur des cartes inspirées de véritables champs de bataille comme Stalingrad. Le réalisme passe aussi par le système de combat. Pas de barre de vie, mais la survie de l'équipage. Un seul obus bien placé peut suffire à neutraliser un véhicule, comme dans la réalité. Mais comme tous les jeux, pour proposer du contenu, les développeurs n'hésitent pas à intégrer des véhicules qui n'ont jamais dépassé le stade de la planche à dessin. Mais bon, si le jeu est surtout connu, c'est parce que certains joueurs un peu trop impliqués n'hésitent pas à diffuser de vrais documents militaires classifiés, juste pour prouver qu'un canon est mal incliné dans le jeu. Enfin, pour terminer cette chronique, un petit point féminisme dédicace à ma camarade Élise. Dans la plupart des jeux que j'ai cités, la présence des femmes est souvent reléguée au second plan, comme ce fut longtemps le cas dans la recherche historique. Même lorsqu'Assassin's Creed propose un personnage principal féminin, le joueur peut choisir entre un homme et une femme, et dans la plupart des autres jeux, les femmes restent secondaires ou partagent systématiquement l'affiche avec un homme. Certes, dans Civilisation, plusieurs dirigeants sont des dirigeantes, mais elles restent avant tout symboliques, le jeu étant centré sur la construction de sa civilisation. Cela dit, les jeux deviennent progressivement plus inclusifs. Assassin's Creed Shadows, Civilisation, Call of Duty Vanguard, mais aucun grand jeu historique n'a encore placé une femme seule au premier plan. Alors, à quand un jeu où l'on incarnerait une résistante française, où Anne Bonny et Mary Red, ou encore Lyudmila Pavlichenko et les sorcières de la nuit? Alors après tout ça, devons-nous mépriser ces jeux historiques qui ne sont souvent qu'une succession de clichés destinés à nous divertir? Pour ma part, la réponse est un grand non. Après une longue journée de cours, j'aime toujours lancer une session d'Assassin's Creed Unity pour explorer Paris dans la Révolution de 1789. Plutôt que se demander si le jeu est fidèle, utilisons cette matière pseudo-historique comme tremplin. Éveillons notre curiosité, consultons les travaux de spécialistes et réfléchissons à pourquoi nous représentons ces événements de cette manière aujourd'hui. Sur ce, je dois malheureusement vous quitter. Ma console et Napoléon Bonaparte m'attendent pour traquer les Templiers affranciades dans Assassin's Creed Unity. Merci beaucoup Antoine pour cette belle plongée historique. Parce qu'elle est notre spécialiste à tour d'horizon sur les questions économiques et parce que cette rentrée est chargée d'actu, je laisse la parole à notre grande Eugénie Villemé pour le billet éco. Et aujourd'hui, Eugénie, tu nous parles du Groenland et des enjeux qui le traversent. Et oui Théo, aujourd'hui j'ai décidé de parler du Groenland. Cette région autonome constitutive du royaume de Danemark de 2,1 millions de km², grosso modo 4 fois la taille de la France, est stratégique. D'abord géographiquement puisqu'il est situé entre 3 puissances, à savoir le Canada, les États-Unis et la Russie.
Ensuite, sous les pieds de ces 57 000 habitants se trouveraient 10% des réserves mondiales d'hydrocarbures. En 2024, une enquête réalisée par le service géologique du Danemark et du Groenland met en exergue la présence de 7 très importants gisements de métaux dits terres rares. Lithium, tantale, niobium, hafnium ou encore zirconium. Tous ces ions permettent le fonctionnement des batteries électriques, de l'industrie et de l'électronique. Les compagnies minières voient le réchauffement climatique 4 fois plus rapide là-bas comme un avantage qui va permettre de les extraire. Toutefois, il faut bien distinguer la ressource prête à être exploitée économiquement et technologiquement de la réserve qui nécessite des infrastructures. Le Groenland est encore bien loin d'être un Eldorado rêvé pour les investisseurs. Les réalités géographiques locales présentent de nombreuses difficultés. De plus, seules 2 mines sont en activité, une d'or et une autre d'andésite. La fonte des glaces permettrait également à de nouvelles routes commerciales polaires de voir le jour. Elle relierait donc l'océan Pacifique et Atlantique. Tout cela attire les convoitises. En 2018, la Chine s'est autoproclamée État proche de l'Arctique. À ce titre, elle a lancé un projet de route de la soie polaire. Pékin cherche aussi à financer les infrastructures groenlandaises, comme les différents aéroports de l'île, dont celui de la capitale, Nuuk. Mais ces financements ont systématiquement été bloqués par le Danemark ou les États-Unis. Pour ce qui est de la Russie, Vladimir Poutine s'intéresse à l'Arctique depuis son arrivée au pouvoir en 2000. Le pays produit 80% de son gaz et 60% de son pétrole dans cette région. Il y a installé de nouvelles bases militaires et en a réhabilité certaines. Le président a également enrichi sa flotte de brise-glace, la rendant supérieure à celle des États-Unis. La fonte des glaces pourrait également faire se rapprocher militairement la Chine et la Russie. C'est d'ailleurs l'une des craintes des États-Unis. Elle ne veut pas perdre le contrôle du passage entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Le risque reste tout de même à nuancer. Le Groenland fait partie de l'OTAN. L'article 5 peut donc s'appliquer, je rappelle. Une attaque armée contre l'une ou plusieurs parties survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Bien que le droit international ait été plusieurs fois piétiné ce mois-ci, on espère que cet article fondateur résistera aux pressions de l'agent Orange. Merci beaucoup Eugénie pour ce décryptage. Et ta chronique Eugénie fait écho à l'actualité internationale très chargée en ce début d'année. Alors on va tenter d'y voir un peu plus clair. Restez avec moi, pas de stress, c'est le tour de presse. Hasard du calendrier, Théo, tu ne pouvais pas t'empêcher de revenir sur l'actualité américaine un an après la réélection de Donald Trump et ton constat est saisissant. Jeudi 22 janvier, le vice-président américain J.D. Vance a confirmé que les autorités fédérales de l'ICE, la police de l'immigration, détenaient un garçon de 5 ans à la suite d'une opération à Minneapolis. On pourrait croire à une blague, mais c'est bien la réalité de ce qui se passe en ce moment même aux États-Unis. Un climat très étrange traverse le pays avec des échos retentissants sur la scène internationale. Que s'est-il passé pour qu'une seule année de la présidence MAGA ait paru durer 10 ans? Mediapart penche pour un changement drastique de régime, d'autres affirment que c'est un simple retour des vieilles ambitions américaines. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche n'est pas passée inaperçue. Alors, par où commencer? La question semble rude au vu de l'actualité récente. Enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro sur fond de narcotrafic et de pétrole, expansionnisme toxique sur le Groenland, délégitimation de l'Europe, création d'un Conseil de la paix, sans oublier les tarifs douaniers, la Chine, l'Inde, le Nigeria, l'Iran, la Russie, l'affaire Epstein, etc., etc. Prenons d'abord le cas du Venezuela, victime de l'aventurisme américain, selon le Courrier international. Trump, en un an, a remis au goût du jour la vieille doctrine Monroe qui prévoit que l'Amérique du Sud soit l'arrière-cour des États-Unis, véritable chasse gardée de Washington. En ce sens, The Atlantic explique qu'il ne fallait pas s'étonner de cet interventionnisme au Venezuela. Trump l'avait dit, il avait prévenu dès son premier jour au pouvoir. Sa doctrine, moins élégante certes que celle de James Monroe, « fuck around and find out », ancre définitivement la pensée trumpiste. Oui, parce que ce n'est pas seulement Trump qu'il faut écouter, mais aussi et surtout son entourage proche. À commencer par Marco Rubio, secrétaire d'État, qui égrène subtilement la vision américaine sur le monde, affirmant, je cite, qu'il ne faut pas jouer avec le 47e président américain. Et au ministre de la Défense, le très controversé Pete Hegseth, de rajouter dans une interview à CBS News que Trump parle par ses actes. Ce sont précisément ces fidèles du clan MAGA, extrémistes convaincus de la période Reagan, dont on doit s'inquiéter.
parce que ce sont eux qui succéderont à Trump. Le Monde souligne également la présence plus discrète, mais non moins importante, de la ministre de la Justice, Pam Bondi, qui conclut des accords avec le Mexique sur des échanges de prisonniers dans une confidence opaque avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Et n'oublions pas aussi Jared Kushner, le gendre de Trump, ainsi que Steve Witkoff, l'émissaire négociateur en chef nommé à la façon royale. Donc gardez bien en tête ces noms, ils reviendront tôt ou tard. Une notion est aussi cruciale pour comprendre pourquoi le régime de Trump a pris une telle direction. Oui, alors on connaît déjà le communautarisme régional, cette forme de rapprochement intime entre des États qui forment une communauté revendiquée autour d'intérêts communs, politiques, économiques, énergétiques ou stratégiques. Pour RFI, le communautarisme est toujours la réponse à une alliance préexistante qui ne séduit plus certains membres. C'est l'exemple de l'Alliance des États du Sahel, vous la connaissez, j'en parle régulièrement. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont regroupés en 2023 pour créer cette nouvelle unité en opposition à la CEDEAO qu'ils jugeaient trop proche de la France. Et c'était l'une des raisons principales de leur sortie, en plus de la question économique. On parle donc de communautarisme régional à l'intérieur d'un continent. En clair, un isolement délibéré de certains pays de la même borne géographique. Mais cette notion s'est enrichie avec Trump depuis son retour au pouvoir. Le journaliste de France 24, Ludovic de Foucault, met l'accent sur le nouveau Conseil de la paix créé par Trump comme alternative à l'ONU, mais avec les États-Unis au centre. L'international trumpiste s'entoure de ses alliés, la Hongrie d'Orban, l'Arabie saoudite de Ben Salman, l'Argentine de Milei, la Turquie d'Erdogan ou encore la Biélorussie de Loukachenko. Ces pays n'ont aucune proximité géographique et pourtant c'est bien une forme de communautarisme vis-à-vis des organisations internationales. Il faut donc inventer un nouveau qualificatif, ce que propose France Info, le communautarisme identitaire. Désormais, ce sont les idées qui guident la lecture du monde, les valeurs identitaires, nationalistes et hégémoniques des pays qui orientent leur grille de lecture des institutions mondiales. Trump s'entoure des dirigeants qui partagent cette vision et les faits le prouvent. Est-ce que le communautarisme identitaire est plus dangereux que le communautarisme régional ? La réponse est encore incertaine, même un an après la réélection de Trump. Cette notion, tu l'as dit Théo, elle se manifeste en actes sur le terrain. Comment caractériser la stratégie de Trump qui, semble-t-elle, est imprévisible ? Rappelons-le d'abord, Trump est un milliardaire et c'est en bon businessman qu'il applique ses méthodes commerciales redoutables à la politique extérieure. La question est de savoir si cela fonctionne, un an après les premières menaces de droits de douane contre l'Union européenne notamment. Le Nouvel Obs précise cette politique du deal qui paye, qui permet au moins d'imprimer une marque. L'Europe l'a abri à ses dépens tout au long de cette année et récemment l'Iran, en proie à des manifestations d'ampleur contre le régime des mollahs. Pour l'Express, Trump cherche à obtenir le meilleur deal, avouons-le, sur le nucléaire iranien. C'est même sa conception personnelle de la paix. La paix politique, oui, mais la paix commerciale avant tout. Et avec les Européens, est-ce qu'on peut parler de rupture, Théo ? Alors le document de stratégie nationale sur les dossiers internationaux révèle en effet un dédain du vieux continent, des insultes même vis-à-vis des désormais anciens alliés. La volonté de Washington est claire, je cite, « corriger la trajectoire actuelle ». Un virage à droite toute, selon France 24, initié dès le discours de Munich en février 2025 par J.D. Vance. La menace de l'intérieur, celle des partis politiques hostiles à la politique trumpiste, qu'il faut combattre. Et de Munich à Davos, en Suisse, il n'y a qu'un pas. Donald Trump a éclairci ses vues sur le Groenland en faisant volte-face, en annonçant entamer des négociations avec l'OTAN, plutôt que de l'envahir avec l'armée, comme il le prétendait depuis son arrivée au pouvoir. Et comme d'habitude, rappelle France Info, ce seront J.D. Vance, Marco Rubio et Steve Witkoff qui seront chargés du dossier. Au final, Théo, comment envisager le futur, c'est-à-dire les 3 ans à venir ? Avec Trump, difficile de prévoir, la démocratie américaine connaît des jours sombres certes, mais son futur n'est pas écrit. Doucement, les Américains prennent conscience des atteintes aux libertés individuelles, aux menaces contre la presse, à la violente répression de l'ICE, à l'inflation bien réelle. Le sursaut populaire peut arriver et une opposition démocrate nouvelle peut s'affirmer. Il faut écouter aussi les conseils que donnent les politiques locaux, Gavin Newsom, Zoran Mamdani, Abigail Spanberger ou Mikey Cherrill par exemple. Cette première année a servi de déclencheur, la communauté internationale a compris qu'elle ne peut plus s'enfermer dans les alliances qu'on croyait inébranlables. Il faudra aussi sortir de la dépendance américaine, frapper là où ça fait mal et réagir vite, plus vite qu'en 2025. Et le gong a sonné, c'est la fin de ce 8e numéro de Tour d'Horizon. Merci à tous de nous avoir suivis, votre podcast est à retrouver en intégralité sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas également à vous abonner à notre compte Instagram pour ne rien manquer. Il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir et à très vite pour une nouvelle émission de Tour d'Horizon.